Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, bienvenue et bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ce matin, des salariés de GMS en liquidation ont créé des blocages d'un site du constructeur PSA dans l'Allier. Bruno Le Maire vient de dire qu'il faut qu'il lève ce blocage immédiatement. S'ils le maintiennent, que fait le ministre de l'Intérieur ? D'abord, on essaye de discuter avec les salariés, puisque je crois que leur véritable problème, c'est de sauver leur emploi. Or, ils ne peuvent le sauver que si effectivement Peugeot passe un certain nombre de commandes, et je sais que Bruno Le Maire travaille sur ces commandes pour pouvoir leur assurer du travail. Donc je crois que c'est plutôt par le dialogue avec les représentants des organisations syndicales, avec les salariés, qu'on peut résoudre le problème, plutôt que de faire des barrages et d'étendre le problème à l'ensemble des usines PSA. Oui, mais on voit que jusqu'à présent, les mesures préparées par Bruno Le Maire sont jugées insatisfaisantes, incomplètes, d'où les barrages. Mais s'ils les maintiennent, qu'est-ce que, pour l'ordre public, vous faites ? Oui, mais vous savez, on a déjà eu à gérer un certain nombre d'autres crises. Vous m'auriez interrogé il y a 3 semaines, c'était la crise viticole dans le Midi. Et donc, on a résolu les problèmes sans qu'il y ait besoin de recourir de manière forcenée aux forces de l'ordre. Donc là, on va commencer par la discussion. S'il le faut, bien évidemment, à un moment donné, il faut faire régner l'ordre public. D'abord le dialogue et ensuite, mais il n'y a pas de préalable. Vous ne dites pas il faut lever les barrages pour pouvoir discuter. Écoutez, moi je laisse pour le moment Bruno Le Maire à la manœuvre. S'il a besoin du ministre de l'Intérieur, évidemment, il fera appel à lui. Alors, il y a tellement de sujets avec vous, on va essayer d'en prendre quelques-uns. Aujourd'hui, et les plus importants, aujourd'hui, les nouveaux députés vont débattre de l'état d'urgence dès 9h30. Vous partez d'ici, c'est des news, et vous allez à l'Assemblée. Comme vos prédécesseurs, votre gouvernement réclame de prolonger l'état d'urgence, cette fois de 6 mois jusqu'en novembre. Est-ce qu'il est indispensable de vivre encore sous l'état d'urgence ? Si vous voulez, ce que nous voulons faire, c'est essayer d'en sortir, justement. Et c'est pour cela que j'ai présenté hier à la Commission des lois du Sénat un nouveau texte de loi qui permet de garder un certain nombre de mesures pour assurer la sécurité. Mais en attendant que cette loi soit votée, elle le sera à l'automne, il faut évidemment prolonger l'état d'urgence. Pourquoi ? Parce que depuis le début de l'année, nous avons déjà déjoué 7 attentats qui auraient pu faire beaucoup de morts. Et donc, notre devoir, c'est d'assurer, bien sûr, la sécurité des Français. Vous voyez, par exemple, à Marseille, nous avions arrêté 2 individus qui, juste avant les élections, menaçaient de commettre un attentat qui aurait été terrible. On a récupéré chez eux à la fois des armes de guerre, des explosifs, et ils s'apprêtaient à faire un attentat dans un meeting politique. Mais vous n'auriez pas pu le faire sans l'état d'urgence ? Nous n'aurions pas pu parce que nous ne savions pas. Nous voulions lever un doute, et c'est en levant un doute chez un individu que nous avons vu l'autre, et c'était l'autre qui préparait l'attentat. Donc, jusqu'à présent, il y a eu des attentats déjoués et on vit sous la pression et la menace des terroristes. Oui, là, bien sûr, aujourd'hui. Bien sûr, toujours. Si vous voulez, peut-être la menace a-t-elle changé d'aspect. On avait beaucoup, dans les premiers temps, des gens qui étaient en relation avec le théâtre de guerre irako-syrien. Aujourd'hui, où Daesh subit une pression de la coalition extrêmement sévère, on a plus une menace endogène, c'est-à-dire des gens qui sont radicalisés sur Internet, absolument, et qui tout d'un coup décident de passer à l'acte. Et ça, c'est encore plus difficile à détecter. Mais vous pourrez le faire quand vous aurez quitté et on aura voté la fin de l'état d'urgence. Et donc, oui, on pourra le faire. Donc il y a la lutte intérieure et il y a en même temps, vous disiez qu'il y a autour de 700 djihadistes français encore sur les zones de combat en Syrie, en Irak, avec leurs familles. Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir les empêcher d'entrer en France ? Ou en tout cas, s'ils entrent en France ou s'ils reviennent en France, de les empêcher d'agir, de les neutraliser ?
Ben, si vous voulez, si on cite ce chiffre, c'est qu'on connaît à peu près tous les cas. Donc, quand ils reviendront, s'ils reviennent en France, ce qui n'est pas sûr, évidemment, ils seront pris en main par les services et pour la plupart d'entre eux, en tout cas, donc les individus qui auront commis des scènes de guerre emprisonnés. Ils sont les malvenus, de toute façon. Ben, si vous voulez, en tout cas, il faudra entreprendre une entreprise de déradicalisation extrêmement sévère, parce que les gens qui ont participé à des scènes de guerre horribles, on a vu par exemple un certain nombre de Français décapiter des otages, évidemment que ce sont des criminels de guerre. Ceux-là seront jugés. Absolument. Si on en trouve et qu'ils rentrent. Mais ceux-là sont plus facilement presque repérés que ceux qui sont endogènes, comme vous dites. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça veut dire qu'un certain nombre de gens se sont radicalisés parce qu'ils regardaient des vidéos sur Internet et que tout d'un coup, il y a une espèce d'identification à ces soldats d'un type nouveau. Le président de la République dit souvent ils étaient très sophistiqués dans leurs moyens de communication et de propagande. Et donc, il faut aussi que nous puissions faire passer d'autres messages, donner à ces gens qui regardent Internet une autre image peut-être de la civilisation que nous défendons. Et aller travailler aussi en donnant des espérances aux banlieues. Je suis totalement d'accord avec vous. Je crois que c'est un des problèmes fondamentaux. Aujourd'hui, moi, je regarde un certain nombre de quartiers, en particulier dans cette de Lyon, de la région, de l'agglomération. Je dirais que Lyon, nous avons commencer à résoudre les problèmes, parce que, si vous voulez, nous avons fait de la rénovation urbaine avec une volonté de mixité sociale. Là où il n'y avait que des gens paupérisés, nous avons remis les couches moyennes, et là où nous construisions de nouveaux quartiers, nous avons mis 30% de logement social. Ça donne un équilibre qui est plus grand. Donc Lyon et la région lyonnaise peuvent devenir un exemple, au moins dans ce domaine. Alors, peut-être. Vous avez parlé tout à l'heure du débat sur votre loi qui est destinée à remplacer l'état d'urgence au mois de novembre. Vous l'avez à peine lancée qu'elle elle fait polémique. Et beaucoup se disent, à quoi sert de renoncer à l'état d'urgence si le gouvernement fait le droit commun, la loi ordinaire? À quoi ça sert? Parce que c'est simplement un transfert. Non, ce n'est pas un transfert. Lorsqu'on regarde la loi de près, on s'aperçoit qu'on a beaucoup changé. Si vous voulez, d'abord, ce qui caractérise de manière globale les articles qui sont proposés, c'est qu'avant, dans l'état d'urgence, c'était ce qui était visé, c'était le trouble à l'ordre public de manière générale. Là, ça concerne uniquement le terrorisme, est très strictement défini par les articles de la loi. Ensuite, par exemple, sur les assignations à résidence. Il paraît qu'il y en a 68 assignats, c'est-à-dire qu'ils sont retenus chez eux à leur domicile. Voilà, donc eux ne seront plus retenus demain à leur domicile. Ils auront le droit de circuler dans leur commune pour leurs occupations familiales, pour aller travailler. Ils pourront bénéficier, s'ils le demandent, d'un bracelet électronique qui leur permettra de sortir ces frontières, de manière à ce qu'on puisse quand même garder un contact avec eux. Parce que vous voyez, moi j'ai eu le cas à Lyon de quelqu'un dont on avait perdu la trace, qui était venu à Lyon. C'était à Saint-Quentin-Falavier et c'était celui qui avait décapité le chef d'entreprise pour qui il travaillait. Si vous permettez, est-ce que vous n'aggravez pas le risque? Parce qu'à partir du moment où il sera plutôt libre dans la commune, il peut à tel ou tel moment, comme à Saint-Auvray, agir et commettre un attentat. Oui, mais plus à l'endroit qui est chez lui, mais dans la commune. Il faudra qu'il vienne se présenter et il sera évidemment toujours suivi par nos services. Et Gérard Collomb, vous débaptisez les perquisitions administratives. J'ai vu que vous en faites des visites. Et des saisies. Visites, mais qui les décide? Qui les décide? Qui les autorise? C'est le ministre de l'Intérieur, après avoir averti le procureur, et sous le contrôle, le procureur de Paris, pardon, donc spécialisé, comme vous le savez, dans le terrorisme, et avec un contrôle du juge de la liberté et de la détention parisien, c'est-à-dire que nous aurons deux personnes, le procureur et le JLD, qui auront à connaître de toutes les affaires de terrorisme français et qui seront donc spécialisés. Mais qui commence? Qui commence?
Qui commande? Qui alerte l'autre? C'est le ministre de l'Intérieur qui prévient le procureur et ensuite la saisie se fait sous le contrôle du JLD. Et si le juge des libertés dit non, s'il dit non? Ah ben s'il dit non, on arrête la perquisition. Ah ouais. Bon, il peut dire non, il a cette liberté, il intervient. Absolument. Et dans quel cas les mosquées seront fermées? Parce qu'avant, c'était presque définitivement. Maintenant, vous dites, on voit dans le projet, 6 mois. Et si c'est 6 mois, est-ce que c'est 6 mois renouvelables? Si vous voulez, ce que nous voulons faire pour les mosquées, d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup concernés. Aujourd'hui, par exemple, je peux vous dire qu'on en a 3 que l'on souhaite fermer. C'est simplement pour apologie donc, de terrorisme et donc provocation à commettre des actes de terrorisme. Donc c'est extrêmement encadré. Vous savez que la Convention européenne des droits de l'homme prévoit évidemment la liberté des cultes et encadre cela de manière très spécifique. Oui, 3. Et pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne les fermez pas? On est en train de les fermer. Ah bon, vous êtes en train de fermer 3. Et les autres, vous les surveillez. Et on en avait, si vous voulez, depuis le début de l'état d'urgence, on en a fermé 16 autres. Et si l'imam qui fait des prédications un peu dangereuses, il revient ou il est mis dehors? Alors en général, ce que l'on fait, c'est que l'on change l'association cultuelle et qu'on rouvre ensuite la mosquée avec des imams qui, évidemment, sont choisis pour avoir un islam ouvert et compatible avec les valeurs de la République. Avant de passer aux migrants, vous définissez un périmètre de protection, les stades, les salles de spectacle, etc. Mais d'ores et déjà, qui protège pour les vacances d'été? Qui? Ah bien, nous avons le dispositif Vigipirate, donc adapté aux vacances d'été, c'est-à-dire qu'on fait basculer plutôt Vigipirate sur les plages, sur les lieux de résidence, sur les festivals, que évidemment pour le Tour de France cycliste, on déploie une force considérable puisque ça sera au total 23 000 policiers et gendarmes qui vont encadrer le Tour de France. Et ça donc tout l'été. Quand on parle de vacances, vous dites que pour les policiers et la sécurité, il n'y a pas de vacances. Ah, il n'y a pas de vacances pour les policiers, malheureusement. D'ailleurs, moi, je veux les remercier parce que depuis, on va dire, quelques années, ils font un travail intense. Et c'est vrai que beaucoup font des sacrifices sur leur vie personnelle pour pouvoir protéger nos concitoyens. Mais là, une parenthèse, on a entendu qu'il faut équilibrer les budgets et que la plupart des ministères vont faire des économies. Est-ce que votre ministère est tenu à des économies ou il est sanctuarisé? Alors, c'est à la fois donc la nécessité de faire des économies, comme tout le monde. Mais vous aussi. Oui, mais en même temps, le président de la République s'est engagé à créer 10 000 postes et ceux-là vont être maintenus. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, parce que le ministère, il est large, hein, nous allons devoir faire des économies, pendant que sur d'autres, nous redéploierons des effectifs. Un mot, vous avez dit les plages seront protégées. Est-ce que vous accepterez qu'on se baigne en burkini? On a déjà eu à juger ce type de problème, puisque, si vous voulez, il y avait une personne qui, pendant le festival de Cannes, avait fait venir par provocation un certain nombre de femmes de Paris pour les faire se baigner sur la croisette. S'il recommence, qu'est-ce que vous lui faites? Eh bien, vous savez que ce sont les maires qui prennent des arrêtés pour troubles à l'ordre public. Et donc, c'est après le juge qui contrôle si effectivement il y avait trouble à l'ordre public. Monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur le ministre d'État, Gérard Collomb, le 12 juillet, vous allez présenter au Conseil des ministres votre plan migrant. D'ores et déjà, on sait, Amnesty vient de le dire aujourd'hui, l'été 2017 est un des plus meurtriers qui soit, avec des naufrages et des sauvetages en Méditerranée. Et une Italie qui craque et une Europe qui a l'air débordée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas décréter là l'état d'urgence? Si vous voulez, lorsque l'on regarde ce qu'ont été les phénomènes migratoires dans les dernières années, on a d'abord eu ce qu'on appelle la route des Balkans, c'est-à-dire le passage depuis la Turquie jusqu'au centre de l'Europe en passant par les Balkans. Ceci, aujourd'hui, n'est plus un problème dans la mesure où, entre l'Union européenne et la Turquie, il y a eu un accord, et aujourd'hui, il n'y a plus que 4000 personnes, Erdogan, 4800, le gentil démocrate Erdogan joue le jeu là de l'accord avec l'Europe. Qui a permis, effectivement, mais la Libye et l'Italie. Alors aujourd'hui, c'est le problème de la Libye, parce qu'effectivement, il n'y a plus d'État
stable, même si nous essayons d'aider à en constituer un. Et c'est vrai que vous avez des flux qui viennent depuis le Sahel, d'autres même qui arrivent de plus loin. Vous avez par exemple un afflux de gens du Bangladesh qui arrivent directement à Tripoli et qui trouvent un certain nombre de passeurs qui veulent les emmener de l'autre côté de la Méditerranée. Il faut bien voir qu'on a affaire à des trafiquants qui sont d'une cruauté terrible. Des tortionnaires, des salopards tortionnaires. Bien sûr. Amnesty le dit, avec des témoignages. Bien sûr. Aujourd'hui, par exemple, devant le tribunal de Turin, le procureur de Turin a dit que sur un camp qui est du côté de Misrata, qu'il n'avait jamais vu cela depuis la Deuxième Guerre et les camps de concentration. Ça dit l'horreur quand même. Donc ce que nous voulons, c'est passer un certain nombre d'accords avec des pays d'où viennent ces migrants, qui ne sont pas des réfugiés politiques, mais qui sont des migrants économiques. Et le président de la République a dit l'autre jour qu'il fallait faire la distinction entre effectivement les réfugiés et les autres. Mais ça, c'est beau à dire. Mais comment vous faites la distinction? Si vous voulez, nous allons essayer d'établir au sud de la Libye une espèce de cordon sanitaire qui nous permette de couper la route. Ça, il y a longtemps que Xavier Bertrand le demandait. Oui. Et nous allons travailler, vous parliez du sommet de Tallinn qui a lieu demain, qui concerne l'Union européenne, mais il va y avoir dans quelques semaines, le 24 juillet, un sommet qui va avoir lieu à Tunis avec les pays de la Méditerranée pour justement parler. D'ici là, il y aura encore des types qui seront morts dans la Méditerranée. Tout de suite. Nous avons demandé, et c'est demain à Tallinn, c'est aujourd'hui à Tallinn, que l'Union européenne va demander les choses, que le HCR et l'Office international des migrants puissent effectivement installer un certain nombre de bases de manière à pouvoir traiter l'afflux de migrants du Sud et éventuellement, quand c'est des pays sûrs, renvoyer dans leur pays. D'accord, mais avec toutes les armées de l'Europe, il n'y a pas moyen d'aller taper sur ces salopards dont vous parlez, les tortionnaires qui sont dans le sud de la Libye? Pas recommencer la guerre de Libye, évidemment, mais aller prendre ces milices bien organisées avec leurs complices et leur réseau d'assassins. Alors, monsieur El-Kabach, je vous comprends, mais ce n'est pas moi qui peux prendre ce type de décision parce qu'il y a des milices quand même armées très très fortes et il faut déployer des forces de manière dites à votre conséquente. collègue de les prendre. Là, je mets une parenthèse parce qu'on vient de me dire qu'il y a une opération antiterroriste en cours en Belgique et qu'il y a des menaces de terrorisme et peut-être des gens qui passeraient la frontière. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais nous savons qu'il y a aujourd'hui une opération qui visait quelques individus qui étaient d'une part en Belgique, d'autre part en France. Je crois que le procureur s'est saisi de l'affaire et donc aujourd'hui il y a enquête. Donc je ne peux pas en dire plus, mais effectivement c'est encore une opération que la coopération entre les services français et les services belges a permis de déjouer. Donc ils ne passeront pas les frontières comme des passoires. Ah, mais vous savez, on a déployé beaucoup de gens aux frontières pour pouvoir justement arrêter un certain nombre de gens terroristes qui effectivement circulaient à l'intérieur de l'Europe. Et donc c'est comme cela que l'on peut empêcher qu'un certain nombre d'actes soient commis. Est-ce que vous n'êtes pas réparti, si je peux me permettre, le travail avec le président de la République? Lui, c'est l'humanitaire, le bon, et Gérard Collomb devient le méchant qui applique la logique sécuritaire. Non, je crois qu'il y a un accord parfait avec le président de la République. Il l'a dit d'ailleurs l'autre jour. Il a dit qu'il faut vraiment séparer ce qui est demande d'asile et puis effectivement réfugiés économiques. Autant le devoir d'accueillir les uns est sacré, autant les autres ont vocation à repartir dans leur pays. C'est facile de dire ça parce que les réfugiés qui venaient de Syrie, d'Irak, ils sont beaucoup moins nombreux à venir. Tandis que les migrants qui viennent du Sud-Sahara, ils sont de plus en plus nombreux et le flux ne s'arrêtera pas. Monsieur El-Kabach, pour vous donner un exemple et pour vous montrer que ces problèmes sont effectivement complexes et qu'il faut les résoudre, aujourd'hui, par exemple, au Pakistan, vous avez 3 millions d'Afghans
qui vont être refoulés du Pakistan. Si évidemment ils viennent tous en Europe, on voit que les problèmes pour l'Europe ne sont pas finis. Et donc, il est obligatoire pour nous d'avoir une certaine politique de fermeté et donc de surveillance des frontières de l'Union européenne. Tous. Par exemple, vous avez parlé des Afghans. On dit qu'il y a à peu près 80 à 100 Afghans qui arrivent chaque jour d'Allemagne, qui étaient venus avec le million de migrants, à Paris et qui vont porte de la Chapelle ou dans le centre d'accueil d'Anne Hidalgo. Si vous voulez, d'abord, est-ce que c'est vrai? Nos problèmes aujourd'hui sont concentrés sur 3 ou 4 aspects. Le premier, c'est évidemment Calais, j'en ai parlé ces semaines dernières. Pas de centre d'accueil, pas de jungle nouvelle. Et pas laisser se reconstituer effectivement une jungle qu'on ne contrôlerait plus. Le deuxième, c'est les Alpes-Maritimes. Mais le travail avec les Italiens se fait en parfait partenariat. Nous avons un problème spécifique sur l'est de la France avec les Albanais, mais nous sommes en relation avec les autorités albanaises pour essayer de le résoudre. Et enfin, le dernier problème concerne Paris, puisque arrivent 400 personnes par jour, par semaine sur 1600 par Paris. mois. Et donc, évidemment, c'est totalement insoluble. Ça veut dire qu'il faut qu'un certain nombre de gens qui n'ont pas droit à l'accueil et à l'asile, on puisse très vite instruire leur dossier et les renvoyer dans leur pays. Non, ça veut dire à Paris, la maire de Paris est débordée. Et est-ce qu'il faut ouvrir de nouveaux centres d'accueil à Paris? Si vous voulez, c'est toujours le même problème. C'est-à-dire qu'au départ, on se dit je vais ouvrir un centre où je vais avoir 500 personnes. Et après, on est débordé. Et puis ensuite, vous avez 3 000 à 4 000 personnes et vous êtes bien obligé de résoudre le problème. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Qu'est-ce que vous dites à Anne Hidalgo qui va s'exprimer cet après-midi? Eh bien, si vous voulez, ce que l'on va faire, c'est-à-dire prendre en compte le problème, ce qu'on ne veut pas qu'il y ait 2 000 à 3 000 personnes qui soient effectivement dans les rues de Paris. Porte de la Chapelle, c'est devenu aujourd'hui totalement insoutenable. Et c'est avec inadmissible. Les problématiques qui se sont passées les semaines des femmes, dernières. etc. Et qu'est-ce que vous faites? Donc, à partir de là, nous allons répartir à la fois sur l'Île-de-France, peut-être ouvrir un certain nombre de gymnases, à la fois dans la première couronne, mais en même temps sur Paris, de manière à répartir les migrants. Oui, mais en même temps, vous faites un appel d'air. Non, parce qu'il y aura très très vite un examen de la situation et une reconduite aux frontières. Ceux qui ne veulent pas reconduire dans leur pays ne maîtriseront jamais les flux migratoires. Et vous dites reconduite à la frontière et la demande d'asile. L'OFPRA fait un boulot formidable, Oui. Ils sont 800, Oui. il faudrait des renforts, peut-être que vous allez Bien leur sûr, accorder. je suis allé visiter l'OFPRA il y a 15 jours. Ils veulent un peu des renforts, peut-être vous leur donnerez dans votre plan. Et ils ont réduit déjà en quelque temps la durée de la demande d'asile. Vous voulez qu'ils réduisent encore ce temps? Oui, on veut, combien arriver à 6 mois. Ah ouais. Donc l'examen, de manière à ce que, si vous voulez, les demandeurs d'asile authentiques puissent bénéficier assez vite d'une protection et que les autres puissent être expulsés. Dernière remarque, Mme Merkel avait accueilli 1 million. En réalité, il en reste combien de ce million? Parce qu'ils sont là, et puis après, avec l'espace de Schengen ouvert, ils circulent. Je pense qu'aujourd'hui, il y a à peu près encore en Allemagne 800 000 personnes qui sont restées et intégrées, mais qu'effectivement, il y a eu des déboutés du droit d'asile qui aujourd'hui essayent, par exemple, de venir en France. Et à Paris, chez Mme Hidalgo. Le président de la République a lui-même dénoncé, il n'y a pas longtemps, des dysfonctionnements dans les services de police. Un fichier Est portait des armes, avait le droit à un port d'armes. Dans quel cas vous serez sûr que ça ne se reproduira plus? J'ai tout de suite envoyé une circulaire au préfet pour leur demander d'examiner l'ensemble des situations où des gens pouvaient être dans le fichier S et en même temps détenteurs d'armes. Nous en avons trouvé une petite centaine et nous sommes en train d'évacuer tout cela. Sur les 15 000 fichiers S, il n'y aurait que une centaine. Et là, vous en êtes sûr. Cela, alors... Nous sommes en train, évidemment, d'évaluer la situation et de retirer les armes. Et vous savez, dans le fichier S, il y a tout le monde. Le fichier qui vise les radicalisés, c'est le fichier SPRT, qui, lui, est véritablement ceux qui peuvent passer à l'acte parce qu'ils sont radicalisés. Et vous pensez que vous arrivez à réduire et à contrôler l'autorisation du port d'armes? On va cribler de manière plus
plus difficile. Et si vous voulez, chaque fois, la décision sera prise par le préfet. Parce que là, la décision n'avait pas été prise par le préfet. Quand il y aura un cas litigieux, ça sera au préfet de prendre sa responsabilité et de décider. Qu'est-ce que vous voulez incarner, vous qui êtes ministre de la police, mais pas seulement de la police? Il y en a qui disaient, je veux être le premier flic de France, etc. Gérard Collomb, qu'est-ce qu'il veut incarner? Eh bien, écoutez, moi, je veux incarner une société future apaisée. Mais pour pouvoir apaiser, il faut commencer au départ par avoir de la fermeté. Alors, cela ne suffit pas. Et donc, il faut conjuguer avec toute une série de politiques, d'emploi, d'urbanisme, etc., que nous allons faire avec nos collègues. Mais moi, je suis en charge de la sécurité. Je vais assurer cette sécurité. C'est-à-dire, si on devait dessiner et faire le portrait de Gérard Collomb, on lui met un casque bleu et une matraque? Non, parce que, si vous voulez, la difficulté par rapport au temps où j'étais maire de Lyon, c'est que quand j'étais maire de Lyon, je m'occupais de tout. C'est-à-dire que c'était moi qui faisais à la fois la sécurité, l'urbanisme, l'emploi, la culture. Là, je suis un peu spécialisé. Donc, ça ne m'empêche pas... Les trois dans le costard. Ça ne m'empêche pas d'avoir des sentiments et de dire au Conseil des ministres comment il faut reconstruire de manière globale notre société qui, effectivement, s'est beaucoup déstructurée au cours des dernières années. Vous vouliez fusionner, quand vous êtes arrivé, le GIGN, le BRI et en même temps le RAID. Vous allez le faire? Nous sommes en train de regarder, parce qu'on ne fait pas ça comme ça en claquant des doigts. Nous regardons, nous ne nous interdisons rien. Vous avez vu que le président de la République a lui-même créé sa task force de manière à coordonner des GSI, des GSE, les armées, etc. Nous-mêmes, nous regardons. La task force, elle commence à être opérationnelle. Mais vous ne croyez pas qu'il était temps que les types se passent les informations par souci d'efficacité, au lieu de faire de l'égotisme et du narcissisme comme vous le savez, les services secrets ont beaucoup évolué en l'espace de quelques années et du fait d'ailleurs de la menace terroriste. Avant, ils étaient quand même plutôt spécialisés dans le contre-terrorisme, c'est-à-dire par rapport aux autres pays considérés comme potentiellement pouvant nous poser des problèmes. Aujourd'hui, comme je l'ai indiqué sur l'évolution de la menace, il faut qu'ils regardent ce qui se passe sur le sol français et donc pouvoir déjouer les attentats qui aujourd'hui sont la principal souci de nos concitoyens. Oui, et des gouvernements de toute l'Europe, des citoyens de toute l'Europe. Vous disiez tout à l'heure, je ne peux pas faire ce que je faisais à l'époque quand j'étais à Lyon. Mais vous ne le faites pas, mais c'est le président de la République qui fait tout. Absolument. Il fait tout. Les gens se disaient, le président Macron va dévorer son Premier ministre. Est-ce que dans ce qui s'est passé entre Versailles et l'Assemblée nationale, et que vous les voyez les uns les autres, les premiers débats, où les gens d'En Marche sont un peu intimidés et disciplinés, est-ce que vous voyez qu'il a fait disparaître son Premier ministre? Non, je crois qu'il y a un rôle très, très équilibré entre les deux. Lui fixe le grand cap, prend les décisions qu'il faut, et ensuite le rôle du Premier ministre, délicat, c'est de mettre tout ça en musique, de faire surtout qu'il y ait une concordance entre le projet et le financement, ce qui, par les temps qui courent, n'est pas toujours facile. Les Français vont garder, avec raison, le souvenir et l'émotion de la cérémonie des Invalides hier. Simone Veil était déjà la France quand elle avait 15 ans à Auschwitz-Birkenau, c'est ce que nous disait hier Marceline Evans. Aux Invalides, c'est le président Macron qui a pris et révélé sa propre décision. On l'écoute. Je vous prie, Madame, de recevoir l'immense remerciement du peuple français à l'un de ses enfants tant aimés, dont l'exemple, lui, ne nous quittera jamais. C'est pourquoi j'ai décidé, en accord avec sa famille, que Simone Veil reposerait avec son époux au Panthéon. Gérard Collomb, Emmanuel Macron, président, dit avec l'assentiment des deux fils, Jean et Pierre-François Veil, je décide, sans hésiter et sans attendre. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui pour cela et pour le reste du président de la République? Mais d'abord, si vous voulez, je dirais que la décision de mettre au Panthéon ensemble Simone et Antoine Veil
est quelque chose de remarquable parce que c'était un couple indissociable dans la vie. Et donc, on ne pouvait pas mettre Simone sans Antoine. Mais la décision, c'est celle du président. Oui, nous avons un président qui décide. Et je crois que si aujourd'hui les Français retrouvent la fierté de leur pays, c'est parce qu'ils voient un président qui s'affirme en France, qui s'affirme en Europe, qui s'affirme dans le monde. Vous ne regrettez pas d'avoir été un des premiers marcheurs, alors? Mais écoutez, je dois dire que je suis très fier des choix que j'ai faits à l'époque. J'étais un peu isolé, personne n'y croyait. Et aujourd'hui, le président de la République prend des décisions qui honorent la France, qui peut-être lui rendre cette place. Donc vous gardez votre foi en Emmanuel Macron, mais vous vous rendez compte que est-ce qu'on peut rester enthousiaste quand il y a le choc, le poids du réel qui fait parfois différer des promesses? Ah mais c'est quelqu'un qui a toujours été dans la prise en compte du réel. C'est en ce sens d'ailleurs qu'on se retrouvait. Quand tant de gens pensaient la France comme il y a 30 ans, lui, il la pense dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Merci d'être venu, Merci. Gérard Collomb, et bonne journée qui va être longue et lourde. Merci. Et nous, à demain.